Cette présentation concerne un numéro spécial de la revue Histoire de la recherche contemporaine, intitulé « Réaction induite par les rayonnements étudiés en France du XIXe siècle à nos jours ». En fait, mon nom est René Bensaisson et en fait, je suis coordinateur de ce dossier dont vous connaissez le titre. Et le Muséum national d'histoire naturelle, qui est l'institution qui nous accueille dans cette salle appelée Chevreul, et le Muséum national d'histoire naturelle a été créé le 10 juin 1793 par un décret de la Convention. Et en fait, le Muséum national d'histoire naturelle est l'héritier du Jardin royal des plantes médicinales créé par Louis XIII en 1626. Voici la première page de l'édit du roi. Et le professeur Bernard Baudot, éminent spécialiste de la chimie des substances naturelles au Muséum national d'histoire naturelle, va nous présenter le professeur Michel Eugène Chevreul. Merci. Mais quand on commence à parler de Chevreul, c'est toujours une très longue histoire. Alors, histoire qui a commencé, il a connu Louis XVI, il est né en 1786, comme ça vient d'être rappelé. Et puis donc, eh bien, il est mort en 1889, l'année de la Tour Eiffel, l'année où on commémorait le centenaire de la Révolution française. Alors, il est célèbre pour plusieurs raisons. C'est le chimiste de la maison, il a sa statue dans le jardin, c'est le seul chimiste à ma connaissance qui a sa statue dans le jardin, peut-être vous l'aurez un jour, je ne sais pas. Et en fait, il est célèbre pour plusieurs raisons. Alors, la première, il était très jeune, il avait 17 ans, il est venu ici au jardin du roi, sur les conseils du chimiste Proust, pour travailler avec Nicolas Vauquelin, qui était professeur ici. Et Nicolas Vauquelin lui a d'abord confié des travaux sur des colorants. Alors à cette époque, c'était important, des colorants, parce qu'il y avait le blocus, donc il y a un certain nombre de colorants, il fallait les produire localement, puis il fallait s'intéresser à leur stabilité. Donc il a fait, entre 17 et une vingtaine d'années, il a commencé à étudier la stabilité d'un certain nombre de colorants, comme l'indigo, la gaude, la garance, etc. Et on a des vestiges de ça dans le fond de la salle, si des photos permettent de le voir. Colorants sur lesquels il a travaillé donc sa première jeunesse. Puis un jour, son maître, Nicolas Vauquelin, qui est certainement un des chimistes français les plus considérables, non seulement pour son apport scientifique, mais aussi pour ses qualités humaines, lui confie un savon de graisse de porc. Et à partir de là, il va isoler tous les acides gras que vous connaissez, l'acide stéarique, l'acide oléique, l'acide butyrique, etc. Enfin, il y a un nombre considérable. Il va les isoler, les caractériser physiquement et chimiquement, et aussi donner leur nom en utilisant une étymologie d'origine grecque. Et puis, alors l'acide stéarique va être très, très important, puisque avec quelques années après, Gay-Lussac qui va prendre un brevet pour la fabrication des bougies stéariques, c'est en 1824. Et à cette époque, c'est très important, puisque pour s'éclairer, qu'est-ce qu'on avait dans le nord de la France? Alors, il y avait les chandelles de cire d'abeille, mais ça coûtait extrêmement cher. Et donc, il y avait des lampes à suif dans le nord de la France qui fumaient beaucoup et qui éclairaient peu. Et puis, dans le sud, il y avait les lampes à huile que vous connaissez, mais qui n'éclairaient pas de façon considérable. Donc, l'apport de Chevreul et Gay-Lussac, les deux étaient professeurs ici au muséum à cette époque-là, a été d'une importance considérable pour l'éclairage des feuilles. Et il va isoler aussi de l'acide margarique. Là, c'est une histoire assez intéressante, puisque l'acide margarique, il va le donner comme ça parce que c'est un aspect comme la nacre. Et en grec, la nacre, ça se dit margaron. Et donc, et cet acide a cet aspect nacré parce qu'en fait, c'est Liebig qui va l'expliquer quelques années après. En fait, c'est un mélange d'acide stéarique et d'acide palmitique. Et puis, dans les années... Alors ça, les travaux de Chevreul sur les acides gras, c'était dans les années 1800... Ça a commencé en 1813, ça a duré jusqu'en 1823. Et si vous voulez, il y a une photo de Chevreul. Voilà, alors ça, c'est Chevreul dans son âge mûr. Alors, il doit avoir une cinquantaine d'années à peu près. Et en 1814, il commence à s'intéresser
à la composition des calculs biliaires. Alors les calculs biliaires, c'était quelque chose, les chimistes, les médecins et les apothicaires avaient commencé à travailler la question au milieu du XVIIIe siècle. Mais c'était d'une très grande confusion. C'est des chimistes allemands, des chimistes... c'est une très, très longue histoire. Et Chevreul commence à s'intéresser aussi à la composition des calculs biliaires, et par recristallisation dans l'alcool, il arrive à obtenir un produit qui fait des très jolies paillettes. Et comme les calculs, c'est la partie solide de la bile, il va donner le nom, ça s'inspire encore de l'étymologie grecque, la partie solide de la bile, col, qui veut dire la bile, et en grec, et stérol de la partie solide. Et alors, c'est intéressant parce que il caractérise, il le nomme, bien sûr, et puis, évidemment, à cette époque-là, on n'a pas encore les formules brutes comme dont les chimistes disposent actuellement, mais il va donner la composition centésimale, c'est-à-dire le pourcentage de carbone, d'hydrogène et d'oxygène qui se trouve dans la molécule. Et alors, après, évidemment, les chimistes dans toute l'Europe vont s'intéresser à la formule brute, et en fait, ça va prendre un nombre considérable d'années, puisqu'il va publier ces travaux qui datent de Chevreul de 1814. Il va, si je me souviens bien, les publier l'année suivante, en 1815, c'est l'année de Waterloo, pour situer dans le temps. Et la formule brute va être publiée par un chimiste de Prague, Friedrich Renitzer. Il va publier ça en 1888. Chevreul avait 102 ans à l'époque, c'est considérable. Alors oui, entre le moment où on isole le produit et le moment où on donne la formule brute, à cette époque, ça prend un temps considérable. Et quant à la formule développée, ça c'est l'objet de polémiques et de très nombreux prix Nobel. En fait, il y a un nombre de chimistes anglais, français, allemands qui travaillent là-dessus. Et ces deux chimistes allemands, Windaus et Wieland, qui étaient deux amis d'ailleurs, deux chimistes organiciens. L'un s'intéressait au sel biliaire et l'autre au stérol. Et là, on est au XXe siècle. Et les deux vont publier des structures pour le cholestérol et les acides biliaires. Les acides biliaires dérivent sont des produits d'oxydation du cholestérol. Et ils vont publier ça dans les années 1929 et dans les années 1925, ils vont avoir l'un le prix Nobel en 1927 pour cette découverte, cette publication de la formule développée, et l'autre l'année suivante. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que les deux structures proposées, si vous regardez la littérature, sont fausses. Alors, il y a un cristallographe anglais, et puis tout un chimiste, Diels, le fameux patron d'Adler, celui qui a découvert la réaction de Diels-Adler, et qui disent non, les formules sont fausses, etc. Et ça fait l'objet de polémiques. Et la formule réelle du cholestérol plane sans sérochimie est publiée en 1932 par des chimistes anglais. Et en fait, on ne connaît la structure avec certitude du cholestérol que depuis 1954, après la synthèse de Robert Woodward. Alors c'est comme étonnant, un produit sur lequel les gens ont travaillé à partir de 1750, que Chevreul isole à l'état pur d'ailleurs, puisqu'on a pu réanalyser l'échantillon de Chevreul qu'on va vous montrer dans la vitrine tout à l'heure. L'isolement en 1815, la formule brute en 1888 et la formule développée certaine, maintenant elle ne va plus changer, 1954. C'est très considérable. Alors à partir de... Chevreul va travailler sur les corps gras de 1813 et 1823 et à partir de là, il va être nommé à la suite de Berthollet comme directeur de l'atelier des teintures au Gobelin. Et là, il va s'intéresser à d'autres problèmes, le problème des couleurs. Il va faire des lois sur le contraste des couleurs et sur la classification des couleurs qui vont être utilisées en particulier par les peintres pointillistes, Signac, Seurat, et aussi pour la classification des couleurs, les cercles chromatiques qui vont être utilisés par Robert et Sonia Delaunay au XXe siècle, et puis aussi tous les peintres qui s'intéressent à l'art optique. Voilà, donc Chevreul, le travail qu'il a fait quand il était étudiant, finalement c'est un travail de doctorant, va créer toute la chimie des lipides et puis aussi donner des ouvertures très considérables dans le travail qu'il a fait dans la deuxième partie de sa vie, sur l'art et les couleurs, et tous les musées de peinture font allusion à Chevreul. Et puis évidemment, quand il atteint 100 ans, il est une célébrité, il y a des commémorations au niveau national qui sont
tout à fait considérable dans Paris, avec une retraite en flambeau dans les rues de Paris, un dîner à l'hôtel de ville avec 1000 couverts, enfin des cérémonies fastueuses. Alors à cette époque-là, Chevreul, qui habitait toujours au muséum, puisqu'à cette époque-là, les professeurs étaient logés, sa distraction, quand il avait 100 ans, je crois qu'il ne faisait plus beaucoup de cours, en tout cas, ça a toujours été un problème, il allait suivre la construction de la Tour Eiffel. Et il est mort l'année de la construction de la Tour Eiffel. Voilà, très résumé. J'espère que je n'ai pas été très long, mais pour parler de Chevreul, il faut être très long parce que Claude Bernard racontait qu'on n'arrivait jamais, c'est rapporté par Marcelin Berthelot, quand Chevreul commence à parler, il n'en finissait pas comme je fais actuellement. Et alors, Claude Bernard raconte que la façon de le faire s'arrêter, c'était de faire une boutade, et alors il commençait à réfléchir, puis il commençait à la commenter longuement, et on en profitait pour s'éclipser poliment, ce que je vous invite à faire. Voilà, merci. beaucoup. Ah voilà, Chevreul. Mais ici, on n'est pas dans la peau de Chevreul. Chevreul n'a jamais travaillé ici. Chevreul travaillait dans une des rotondes du Grand Amphithéâtre. Ah bon. Ici, c'était son collègue Frémy, successeur de Gay-Lussac, qui opérait ici et qui faisait son cours. Oui, et voilà. Frémy, on ne lui a pas donné... Mais c'est quand même un grand scientifique, à mon avis, qui a eu un rôle aussi très important. En particulier, il a eu l'idée de créer la première école de chimie en France, et vous êtes ici dans la salle de cours de la première école de chimie en France, qui est créée en 1864. Les bâtiments d'ici sont de 1872. Merci beaucoup. Vous avez réussi à m'arrêter. Je vais prendre la suite. Bien. En 1945, dans son avant-propos Regard sur le monde actuel, Paul Valéry écrivait « L'idée du passé ne prend un sens et ne constitue une valeur que pour l'homme qui se trouve en soi-même une passion de l'avenir ». Une phrase appropriée pour l'histoire qui constitue le thème de ce qui va suivre. Et vous voyez d'ailleurs dans la première page de son livre, publié par Gallimard, la Tour Eiffel, qui est inspirée, je crois, par Sonia Dolin. C'est ce mec qui a appliqué les théories de Chevreul. Bien, après cette citation de Paul Valéry sur le passé et l'avenir, nous ajouterons une phrase d'Hubert Curien, qui fut président de l'Académie des sciences, ministre de la Recherche. « La science est une composante de plus en plus essentielle de la culture. Qui oserait aujourd'hui se dire cultivé en ignorant tout ou presque de ce que l'esprit humain a pu imaginer sur la structure, l'origine et le comportement de la matière inerte et vivante ?» C'est extrait d'ailleurs d'un numéro de l'histoire de la recherche contemporaine de 2016. Ce dossier fait suite à un article de 89 par Christiane Ferradini et moi-même, intitulé Glimpses of 90 Years of Radiation Chemistry in France, qui avait été publié en fait en 89. C'est un article paru dans un livre Early Developments in Radiation Chemistry par le Jersey Crow, qui a été publié par la Royal Society of Chemistry. Pour le néophyte, voici quelques notions de base dans le domaine des réactions induites par le rayonnement. Tout d'abord, de quel rayonnement s'agit-il? Il existe plusieurs types de rayonnement. Les rayonnements ionisants, comme les rayons ultraviolets, rayons X et rayons gamma, transportant une énergie capable de former des ions. Et les rayonnements non ionisants, moins énergétiques, comme le rayonnement visible, qui est ici entre le rouge et le bleu, et rayonnement perçu par notre vision, ou aussi le rayonnement infrarouge, perceptible par la simple exposition de la peau à la chaleur émise à une source chaude. À part ces rayonnements électromagnétiques, des particules ionisantes ont été aussi utilisées dans les travaux décrits dans notre dossier.
des particules alpha émises par le radium et des particules accélérées par des accélérateurs, des électrons, du keV à plusieurs MeV, des protons, des ions lourds produits par des cyclotrons cette fois, et notamment au Grand Accélérateur National d'ions lourds à Caen. Pourquoi les réactions induites par les rayonnements sont-elles si importantes? Ce sont probablement certaines de ces réactions qui ont joué un rôle dans l'origine de la vie sur notre planète. Ce sont certaines de ces réactions qui ont permis à des bactéries photosynthétiques, puis aux algues et aux plantes, de synthétiser de la matière organique à partir du CO2 atmosphérique et de l'eau, en utilisant la lumière du soleil qui active des pigments chlorophylliens. C'est cette matière organique générée par la photosynthèse qui a permis à des êtres vivants de se nourrir et d'évoluer vers des formes de vie de plus en plus complexes. Ce sont des réactions provoquées par la lumière qui excitent les pigments visuels et déclenchent les premières étapes de la vision. Ce sont des réactions de la lumière avec les molécules de notre peau qui provoquent son brunissement et des dommages pouvant conduire à des cancers de la peau. Ce sont des réactions des rayons X ou gamma qui sont utilisés en radiothérapie pour détruire des tumeurs à partir de modifications délétères de molécules du vivant. En absence de vie, il y a environ 4 milliards d'années, la concentration d'oxygène sur notre planète était proche de zéro. Et l'apparition progressive d'oxygène et d'ozone jusqu'à leur niveau actuel résulte de la photosynthèse via les cyanobactéries, appelées aussi algues vertes ou algues bleues vertes. Alors l'ozone, formé par les réactions des ultraviolets sur l'oxygène, a constitué dans la stratosphère une couche protectrice contre l'action délétère des UV les plus dangereux, les plus énergiques, et cette protection a permis l'apparition de plantes et d'animaux terrestres. La sortie des eaux des plantes et des animaux n'est probablement apparue qu'à partir de l'âge géologique cambrien, il y a environ 570 millions d'années, comme indiqué sur ce graphique où sont portées les concentrations d'ozone et d'oxygène en fonction des âges géologiques. C'est à partir donc de l'apparition surtout des algues dont je parlais tout à l'heure, les cyanobactéries, que de l'oxygène est apparu et par des réactions très simples a donné naissance à l'ozone. Et à partir, disons, après le Cambrien, sont apparus des plantes et des animaux terrestres, parce qu'ils étaient protégés par l'ozone. Et en fait, les hominidés apparaissent, paraît-il, il y a 5 millions d'années, mais cette évolution en fonction des âges géologiques est encore en discussion. En conclusion, ces notions de base pour le néophyte sont ces différentes réactions induites par les rayonnements décrivent des transformations physiques, chimiques ou biologiques induites par des rayonnements étudiés par les photophysiciens, les photochimistes et les photobiologistes. Et ils décrivent aussi des transformations destructrices de biomolécules par les rayonnements ionisants. Tout d'abord, nous rappellerons des travaux effectués en France au XIXe siècle par les pionniers des réactions induites par les rayonnements. Les équipes créées par Moïse Aïchinsky et celles de Michel Magat, au 11 rue Pierre Curie à Paris, ont été marquées dans leur laboratoire par des figures tutélaires. Je dois dire que Moïse Aïchinsky et Magat sont liés aux 7 laboratoires qui ont contribué à la rédaction de ce dossier. Alors, à l'Institut Curie, les figures tutélaires étaient Pierre et Marie Curie, Frédéric et Irène Joliot-Curie, et au laboratoire de chimie physique, pour Michel Magat, Jean Perrin, Edmond Boer et Yvette Cauchois.
Alors, information que beaucoup d'entre vous connaissent concernant ces figures tutélaires, Pierre et Marie Curie furent prix Nobel de physique en 1903, Marie Curie prix Nobel de chimie en 1911, Jean Perrin prix Nobel de physique en 1926, Edmond Boer et Yvette Cauchois, tous deux très éminents physico-chimistes de stature internationale, succédèrent à Jean Perrin à la direction du laboratoire de chimie physique à Paris, Edmond Boer en 1945 et Yvette Cauchois en 1954. Voici Edmond Boer, Yvette Cauchois, et on voit mal ici, ça c'est Michel Magat. Et là, je crois que c'est Francis Perrin. Je tenais à les faire apparaître ici dans cette photo. Pionnier du XIXe siècle pour l'étude des réactions induites par la lumière, il y a Edmond Becquerel, qui à l'âge de 19 ans mit au point au Muséum national d'histoire naturelle la première cellule photovoltaïque convertissant l'énergie de la lumière en électricité. Et ces travaux sont à l'origine d'une des utilisations la plus prometteuse de l'énergie solaire. Par ailleurs, Edmond Becquerel mit au point les premières photographies en couleur et le phosphoroscope permettant de mesurer la durée de vie de luminescence de composés excités par la lumière. Voici Edmond Becquerel. Les travaux d'Edmond Becquerel sur les cellules photovoltaïques ont été à l'origine de nombreuses études ultérieures et de parcs photovoltaïques spectaculaires, parmi lesquels nous citerons la plus grande centrale solaire photovoltaïque d'Europe, inaugurée en décembre 2015 à Cestas, près de Bordeaux. Parmi les travaux très récents nés des études d'Edmond Becquerel, nous citerons aussi les travaux de Michael Gratzel, qui est professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Il a reçu le Global Energy Prize for 2017 pour la mise au point de cellules photovoltaïques d'un type nouveau, utilisant comme photosensibilisateur des composés organiques peu coûteux. Autres pionniers du XIXe siècle, Henri Becquerel, Pierre Curie et Marie Curie, qui partagèrent un prix Nobel en 1903. La figure tutélaire du laboratoire de chimie physique, construit entre 1922 et 1926, 11 rue Pierre Curie à Paris, fut Jean Perrin, prix Nobel de physique en 1926. Voici la sculpture de Jean Perrin, photographiée dans l'ancien bureau d'Yvette Cauchois, avec une photo d'Edmond Boer. C'est dans l'amphithéâtre Jean Perrin que la plupart des cours, des conférences, des thèses du laboratoire de chimie physique étaient présentés face à une fresque illustrant la première phrase du livre de Jean Perrin, Les atomes, publié en 1913. Voici cette fresque, qui n'apparaît pas très clairement, mais je vous lirai cette phrase. Elle est très belle. Il y a 25 siècles peut-être, sur les bords de la mer divine, où le chant des Aèdes venait à peine de s'éteindre, quelques philosophes enseignaient déjà que la matière changeante est faite de grains indestructibles, en mouvement incessant, atomes que le hasard ou le destin avaient groupés au cours des âges selon les formes ou les corps qui nous sont familiers. C'est face à cette fresque de l'amphithéâtre Jean Perrin que de nombreux chercheurs des laboratoires contribuant à ce numéro spécial présentèrent leurs travaux sur des effets physiques, chimiques ou biologiques induits par les rayonnements. Les travaux de Jean Perrin contribuèrent à un approfondissement de divers thèmes de la chimie physique. Processus de décharge et d'ionisation dans les gaz par les rayons X, mouvement brownien, très important qu'il plaçait en tête de tous ses travaux, proposition du premier modèle d'atome dit planétaire, proche de celui de Rutherford, extension de la théorie des quanta, charge et énergie cinétique des rayons alpha. Tout en créant une science nouvelle, la chimie physique, Jean Perrin fut aussi un homme politique, organisateur de la recherche scientifique française,
Dreyfusard, dès ses années d'étudiant à l'École normale supérieure, il participa à l'action du comité de vigilance des intellectuels antifascistes en 1934, et dans le gouvernement de Front populaire de Léon Blum, Jean Perrin succéda à Irène Joliot-Curie en septembre 1936 au poste de sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique et contribua à la création du CNRS qui devint effective le 19 octobre 1939. Jean Perrin, devant l'avancée allemande le 16 juin 1940, se réfugia à Bordeaux puis à Casa et embarqua sur le SS Excambion pour New York en décembre 1941. Il y décéda quelques mois plus tard, en avril 1942. À la fin de la guerre, les cendres de ce grand physicien furent rapportées en France par le croiseur Jeanne d'Arc et inhumées au Panthéon le 18 novembre 1948. Parmi les pionniers français des réactions induites par les rayonnements, il y a Claude Hélène, 1938-2003, acteur majeur de la photobiologie et de la biologie moléculaire, professeur au Muséum national d'histoire naturelle et membre de l'Académie des sciences. Dans ce dossier, nous avons retenu 7 laboratoires, tous liés aux 2 principaux pionniers des disciplines abordées dans ce dossier, Michel Magat et Moïse Aisinski, qui ont développé de nombreux travaux sur les réactions induites par les rayonnements. Ces 7 laboratoires sont l'Institut des sciences moléculaires d'Orsay, le laboratoire Curie de l'Institut du radium à Paris et le laboratoire de chimie physique d'Orsay, le laboratoire de radiolyse du commissariat à l'énergie atomique à Saclay, le laboratoire de physique des rayonnements de Strasbourg, le laboratoire de photophysique et photochimie de Bordeaux, le laboratoire appelé lésion des acides nucléiques du CEA à Grenoble et le laboratoire industriel Ionisos de Toulouse. Voici une photo de Michel Magat avec sa pipe et de Moïse Aisinski. La proximité de l'Institut du radium et du laboratoire de chimie physique, tous deux 11 rue Pierre-Curie à Paris, facilitèrent les communications entre les chercheurs de Michel Magat et Moïse Aisinski. Ils assistaient à de nombreux séminaires communs et aux réunions de la Société de chimie physique animée par Guillaume Schwiller dans l'amphithéâtre Jean Perrin. Et 2 éminentes personnalités de la physique et de la chimie sous rayonnement, Robert Platzman de l'Université de Chicago et Max Mathison de l'Atomic Energy Commission à l'Argonne National Laboratory, passèrent ensemble en 1960 une année sabbatique rue Pierre-Curie et furent le ferment de nombreuses nouvelles directions de recherche. Cette rue Pierre-Curie est devenue en 1967 rue Pierre et Marie Curie. Moïse Aisinski, éminent électrochimiste et chimiste des éléments radioactifs, fut un des pionniers des réactions produites sur l'eau et sur les réactions et sur les solutions aqueuses. Voici le groupe de Moïse Aisinski dans le jardin de l'Institut du radium. Parmi ces, je noterai Jacqueline Belloni qui a contribué d'une manière importante à ce numéro, Christiane Ferradini, très importante chimiste sous rayonnement, et voici Moïse Aisinski. Et Jacques Puchot, ici, qui travaillait avec Christiane Ferradini. Alors, Michel Magat, tout en suivant de près les travaux de l'équipe Moïse Aisinski sur la radiolyse de l'eau des solutions aqueuses, eut pour principal domaine d'intérêt la chimie de divers composés organiques induites par les rayonnements, en particulier les cinétiques de polymérisation de monomères vinyliques, la dégradation de la réticulation de polymères en solution et la polymérisation à l'état solide étudiée par diverses techniques. Michel Magat considérait que les techniques de spectrophotométrie résolues dans le temps, c'est-à-dire de photolyse par éclair et radiolyse pulsée, étaient des outils puissants et indispensables pour suivre la cinétique des réactions induites par les rayonnements dans les domaines de la microseconde, nanoseconde et picoseconde,
et en identifier les espèces de courte durée de vie responsables des produits finaux de ces réactions. Maga a envoyé aux États-Unis de nombreux membres de son laboratoire pour se familiariser avec ces deux techniques. Les Américains et les Anglais, d'ailleurs, étaient en avance sur nous. Voici Maga, Cauchois, Mike Ebert de Christie Hospital encouragèrent Bensasson, Land et Truscott à écrire ces deux articles qui résumaient au fond les applications les plus importantes de la photolyse par l'éclair et de radiolyse pulsée. Pergamon en 1983 et Oxford University Press en 1993. Et le premier livre fut traduit en russe par David Gogoshian. Maga souhaitait une interaction entre sciences appliquées et sciences fondamentales et il contribua à deux brevets industriels. L'un avec Adolphe Shapiro et Jeanne Sebandanon sur le greffage de polymères par irradiation, l'autre avec Marc Bruma sur l'usinage des métaux par électroérosion. Mais sa contribution favorite à la science appliquée fut son travail à la commission scientifique de la grotte Lascaux, qui avait pour but de préserver les peintures rupestres préhistoriques découvertes sur ce site par une irradiation, par des rayonnements ionisants. Un trait commun à Maga et à Silski était leur maîtrise de 6 à 7 langues, une qualité qui leur facilita de nombreux contacts sur tous les continents. Dès la libération de la France en 1945, Maga et Silski, en collaboration avec des collègues et amis Jules Guéron, Herman Herring, Jack Sutton, activèrent leurs contacts, en particulier aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada, en Israël, en Allemagne, en Italie. Maga disait la recherche n'est pas un exercice solitaire et il favorisait nos collaborations avec de très nombreux laboratoires universitaires, nationaux ou internationaux, et nos contacts avec des chercheurs de l'industrie. Maga et Silski appartenaient à une génération fortement marquée par la Seconde Guerre mondiale et l'occupation allemande. Nombreux furent les chercheurs de cette classe d'âge qui furent impliqués dans la résistance intérieure ou dans les forces françaises libres mobilisées en Grande-Bretagne, aux États-Unis et au Canada. Ces universitaires furent particulièrement impressionnés par la grande vulnérabilité de la civilisation européenne face à la férocité nazie et aux crimes fascistes. Comme l'écrivit en 2015 George Steiner dans The Idea of Europe, un essai, Europe is a place where Goethe's garden almost borders on Buchenwald. Effectivement, c'était à 200 ou 300 mètres. Les épreuves subies dans sa jeunesse conduisirent Maga à penser que les peuples devaient agir en priorité pour la protection des droits de l'homme, pour la liberté d'expression et pour la paix. Il participa activement à plusieurs réunions internationales, les Pugwash Conferences on Science and World Affairs, qui tentaient d'arrêter la course aux armements. En épilogue, j'aimerais vous montrer cette parabole des aveugles de Peter Bruegel, exergue de l'exposition du Louvre inspirée de l'essai de Jacques Attali, Une brève histoire de l'avenir. En 1943, Thomas Watson, le chairman de l'International Business Machine, écrivait « I think there is a world market for maybe 5 computers ». Alors, en 1973, il a été contredit par l'avènement du personal computer, lancé par un ingénieur français, François Grenelle, à l'origine une transformation à l'égal de celle apportée par l'imprimerie au XVe siècle dans le monde occidental, et très vite l'avènement de ce PC nomade complété par les téléphones mobiles, smartphones, iPhone, dont les ventes se chiffrent en milliards, a créé un nouvel humain baptisé Petite Poussette par Michel Serres, historien des sciences, pour sa capacité à adresser des messages à travers le monde avec ses pouces, valsant sur le clavier de son ordinateur de poche. De cet avènement
Personal Computer du Nouvel Humain, Petit Toussette de Michel Serres, est née une nouvelle science, The Science of Networks. Et ces nouveaux outils dotent la recherche scientifique d'une possibilité accrue d'interaction, de rencontres et de collaboration internationale fructueuse. Il est intéressant de noter qu'en de classement effectué par la revue Nature, le CNRS se trouve être l'institution scientifique ayant le Collaboration Score le plus élevé. En conclusion, nous rappellerons une phrase du général de Gaulle: culture, science, progrès, voilà ce qui, à notre époque, au lieu des rêves de conquête et de domination, appelle et justifie les ambitions nationales. Cité dans L'Amibe et l'étudiant, un livre écrit par Alain Devaquet en 1988, alors qu'il était ministre chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur. C'était un chimiste théoricien très brillant. Au nom des chercheurs des 7 laboratoires qui ont contribué à ce dossier, nous tenons à remercier très vivement le directeur de la publication, le professeur Alain Fuchs, président du CNRS, le rédacteur Denis Gluteben, le secrétaire de rédaction Luc Heinz et leurs équipes, et pour leur aide extrêmement précieuse dans la réalisation de ce numéro de Histoire de la recherche contemporaine. Voilà.